Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et donc, histoire de bien débuter cette nouvelle année, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer mon top 5 des jeux que j'attends le plus pour ce début d'année 2024. Quand je dis début d'année, c'est que tous les jeux dont je vais vous parler aujourd'hui sortiront avant la fin du mois de juin. Je ferai sûrement une deuxième vidéo pour la deuxième partie de l'année, comme d'habitude. Mais pour aujourd'hui, ce sera que ça. Et donc, on débute tout de suite notre classement avec ce jeu. Alors, la communication n'étant pas ou pas encore très intensive de la part du studio et de Sony, il est possible que vous ne l'ayez encore jamais vu. Et donc, il s'agit de Stellar Blade, anciennement connu sous le nom de Project Eve, Eve ou Eve en français, étant évidemment le prénom de la protagoniste du jeu. Et donc, pourquoi lui plus qu'un autre ? Eh bien, pour commencer, c'est un jeu coréen, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, surtout qu'à part Crimson Desert, j'en connais pas beaucoup d'autres d'aussi ambitieux que celui-là. Ensuite, techniquement, ça a l'air très propre, hormis les cheveux peut-être, dont je suis pas convaincu, dirons-nous. Après, c'est clair qu'un jeu ne se résume pas qu'à sa technique, et que jouer à une vitrine technologique sans gameplay et sans scénario, ce serait pas ouf, on est d'accord. Mais force est de constater que les derniers RPG sortis, ils étaient quand même pas dingues techniquement. FF16 par exemple, je me suis pas dit « Waouh, ça c'est de la next-gen ! Merci Sony et merci ma PS5 ». Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeu pour se flatter un peu la rétine. En parlant de ça, j'ai vu passer sur Twitter que les créateurs avaient pris un mannequin comme modèle pour le personnage de Eve et qu'ils en étaient très très fiers. Alors oui, je sais pas, à première vue, ça fait peut-être un peu beauf comme déclaration d'un studio, et j'ai vu qu'il y avait une mini polémique dans laquelle évidemment je ne rentrerai pas, mais il faut savoir qu'une des mécaniques, ou disons un des objectifs principaux du jeu, c'est de récupérer des tenues. Il y en aura, je crois, entre 20 et 30, il me semble. Donc c'est logique, c'est plus pour le sens du détail, j'imagine, qu'ils ont fait cette déclaration. Voilà, pour montrer la personne qui va porter les tenues. Ensuite, côté gameplay et direction artistique, c'est évidemment très inspiré de Nier et de Bayonetta, mais aussi des nouveaux God of War. On pourrait aussi faire un rapprochement avec les Star Wars Jedi Fallen Order et Survivor pour les choix des armes, puisqu'on aura droit aussi bien à des épées qu'à des armes à distance comme des fusils. Et pour les cinéphiles parmi vous, si je devais le comparer à des films, je dirais que c'est un Alita Battle Angel avec une pincée de Blade Runner. Après, personne n'en parle, mais personnellement, ça me fait quand même vachement penser à FF13 et même à Sekiro pour les boss. Enfin bref, si on passe outre toutes ces inspirations de jeux, ma foi, fort sympathiques, c'est surtout sa bande originale qui me semble être l'élément le plus réussi du jeu. Rien que les musiques qu'on entend dans le ou les trailers sont déjà somptueuses, et il y a quand même de fortes chances que ce ne soient pas les seuls de tout le jeu. Ah oui, j'ai failli oublier, apparemment la quête principale durerait une vingtaine d'heures, donc je trouve ça plus qu'honnête comme durée de vie. Voilà, une fois de plus on n'en a pas vu tant que ça, mais j'espère vraiment que ce sera un bon jeu. Et donc le titre est édité par Shift Up Corporation et sortira normalement le 26 avril, que sur PS5 de ce que j'ai compris. En revanche, à la 4e place, on est déjà un peu plus en terrain connu puisqu'il s'agit de la suite de Dragon's Dogma sortie en 2012. Ce qui est vraiment intéressant avec Dragon's Dogma 2, voire même impressionnant, j'espère, c'est que tout le gameplay tourne autour de ce qu'on appelle les pions. C'est d'ailleurs un truc que beaucoup de joueurs n'avaient pas compris dans le premier jeu, et je pense que c'était dû principalement à une mauvaise communication de la part du studio. Le jeu avait été mal vendu, quoi. Donc les gens n'avaient pas compris. Et donc le truc intéressant, et surtout très audacieux de la part d'un studio de jeux vidéo, c'est que les pions sont en fait des PNJ qui vous accompagnent dans les combats, toute votre aventure, et que tout se joue sur leur intelligence artificielle, qui dans ce jeu est censée être ultra développée. Et on va pas se mentir, à l'heure actuelle, le truc le plus compliqué et donc généralement le plus pourri dans les jeux, c'est encore et toujours l'IA des PNJ.
Je pense vraiment que c'est la hantise des développeurs, surtout que quand on parle des ennemis, parce que là les pions sont les alliés, mais quand on parle de l'intelligence artificielle des ennemis, il faut les rendre assez malins pour qu'ils soient crédibles et réalistes, mais pas trop quand même pour pas frustrer les joueurs en rendant le jeu trop dur. Donc ça doit vraiment être un casse-tête pour eux. Donc voilà, baser son jeu sur une mécanique qui repose sur l'IA des alliés, c'est sacrément ambitieux, je trouve. Et j'espère donc que le résultat sera bon et que les devs et nous, surtout, seront récompensés pour cette audace. Je me dis aussi que c'est Capcom à la barre, et dernièrement, leurs jeux m'ont plus que satisfait, alors je vais leur faire confiance, même si j'attends de voir. Par contre, là où je suis déjà convaincu et conquis avant même la sortie du jeu, c'est du côté de la DA, et tout particulièrement de la colorimétrie. Le côté neutre avec un léger voile gris, je trouve ça pile poil bien dosé. Mais aussi les effets en combat, la magie, le feu, la foudre, je trouve ça super beau et j'adore le petit effet chauffé à blanc des armes et des boucliers qu'on retrouvait déjà dans le premier il me semble, mais là je trouve ça super bien fait et super beau. Alors oui, certains vont peut-être le trouver au contraire trop froid ou trop fade, justement, donc c'est purement subjectif et encore une fois ce sont les jeux que moi j'attends le plus. D'ailleurs, c'est la même chose pour le gameplay et surtout la mécanique où on peut escalader les monstres pour leur cogner sur la tête. Moi, je sais que ça va bien m'amuser. Je sais pas pendant combien de temps, hein, mais ça va me plaire cette histoire. Et là, par exemple, c'est encore un jeu pas du tout extraordinaire graphiquement, mais au moins la direction artistique est tellement enchanteresse que je trouve que ça compense largement. La seule vraie source d'inquiétude que j'ai concernant le jeu, c'est le côté survie et toutes les mécaniques qui vont avec. J'espère que ce sera pas un truc qui se veut ultra réaliste pour au final être super chiant et handicapant pour le joueur. Pour ce qui est de la durée de vie, rien n'a été confirmé par le studio, mais je miserais sur 50 heures de quête principale environ, entre 40 et 60 quoi. Et évidemment plus de 100 heures de jeu si vous voulez tout faire, le platiner, etc. Autant vous dire que ce ne sera pas un jeu court. On verra bien en tout cas. Sortie prévue le 22 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Et il est déjà temps de mettre un pied sur le podium avec un jeu qui sort très bientôt, puisque c'est Banishers Ghosts of New Eden qui occupe la 3e place. Et étonnamment, voilà encore un jeu bien inspiré de God of War, il faut le dire, mais uniquement du côté de son gameplay, je vous rassure. Même si c'est peut-être déjà beaucoup, me direz-vous. J'ai rarement l'occasion de faire des jeux purement narratifs parce que je vous avoue que même moi, j'ai ma limite quand il s'agit de jouer à un film interactif. Faut quand même que je joue quoi. Du coup, je suis passé à côté de tous les autres jeux de Dontnod, à savoir les Tell Me Why, les Life is Strange et même Vampire ou bien le très récent Just Ent. Mais vu que cette fois-ci, ils ont opté pour un jeu plutôt orienté ARPG, on va dire, j'ai bien envie de me laisser tenter. L'histoire du couple de Banishers a l'air sympa et surtout super originale. Une fois de plus, le jeu ne brillera pas par sa technique et ses graphismes, mais j'aime bien cette ambiance à la fois sombre et onirique. Je trouve ça plutôt attrayant. Et puis ça me permettra de tester un jeu à choix multiples avec de vraies conséquences sur l'histoire et sur son dénouement. Quand j'y pense, le seul jeu que j'ai fait avec des choix impactants, c'était The Witcher 3. Ouais, je sais, ça fait pas beaucoup. En parlant de The Witcher, alias le jeu le plus long de l'univers, le studio annonce environ 25 heures de jeu, ce que je trouve plutôt long pour un jeu narratif, donc c'est aussi quelque chose qui m'a agréablement surpris. J'espère que ce sera intéressant et que le rythme sera bon jusqu'au bout, mais en vrai je me fais pas trop de soucis parce que les persos ont l'air attachants, donc ça devrait au moins être supportable. Le jeu sera jouable sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et il sort demain. Le 13 février, donc, pour ceux qui auront l'audace de ne pas regarder cette vidéo Day One. Allez,
Le prochain, il est peut-être pas premier du classement, mais graphiquement, il enterre tous les autres. Vous l'aurez compris, ou pas, il s'agit de Senua's Saga Hellblade 2 du studio Ninja Theory. Bon, on va commencer directement par le sujet qui fâche, le hic, le point noir. Et c'est bien sûr à la durée de vie que je fais référence, puisqu'il a été confirmé que le jeu, à l'instar du premier, n'offrirait que 8 heures d'aventure environ. Alors oui, ce sera 8 heures d'épopée magnifique et intense, j'en doute pas, mais bon, ça laisse quand même un petit goût amer. Il est deuxième de mon classement quand même, donc j'ai rien contre Xbox, mais force est de constater qu'il y a toujours un truc qui déçoit avec leurs grosses exclus ces derniers temps. Le souci, c'est que quand on compare, même inconsciemment, aux autres jeux solo narratifs du même style, eh ben on a The Last of Us 1 qui faisait 12 heures et ensuite The Last of Us 2 qui en faisait 30, presque le triple donc. Ensuite, on a eu A Plague Tale Innocence qui faisait 10 heures, puis A Plague Tale Requiem qui en faisait 20. Donc là, forcément, je suis peut-être le seul après, mais je me suis dit, allez, c'est le gros, le seul, l'unique jeu solo narratif de Xbox, la grosse cartouche pour rivaliser avec Sony, et donc, sachant que le premier Hellblade faisait 8 heures, je m'imaginais quand même 15-20 heures pour celui-là. Franchement, s'il n'avait pas été si court, il aurait peut-être été premier. Mais je dis bien peut-être. Sinon, quoi vous dire sur le jeu? Si vous avez vu les trailers, vous savez bien pourquoi je l'attends. Et si vous les avez pas vus, regardez ça, quoi. C'est simple, s'il y avait un dictionnaire anglo-JV, ce serait ça, les définitions de next-gen et de vitrine technologique. Les environnements et les paysages sont quasi photoréalistes, la motion capture est de haute volée, et surtout, ne l'oublions pas, l'audio 3D qui s'annonce incroyablement immersif. Parce qu'après tout, c'est ça le côté unique du jeu. Vivre la psychose de Senua non pas à ses côtés, mais bel et bien dans sa tête. Et ouais, carrément. Donc si vous avez un bon casque ou un bon home cinéma, ça promet quand même une expérience plus qu'unique. Et puis comme je le disais, pour Xbox, c'est maintenant ou jamais. Donc allez, on y croit cette fois. Plus qu'à attendre le 21 mai pour en avoir le cœur net, et ce sera évidemment sur Xbox Series et ou sur PC. Ça y est, on y est, on atteint le haut du classement. Alors, qu'est-ce qui est plus fort que des graphismes à couper le souffle, plus puissant qu'une belle histoire et plus impactant qu'un bon gameplay? Eh bien, la réponse, c'est évidemment la nostalgie, les amis. La nostalgie et le fanservice. Et c'est donc en pole position, au sommet du classement, oserais-je dire, tout là-haut dans le ciel, qu'on retrouve logiquement Nuage et ses copains dans Final Fantasy VII Rebirth. Et oui, 27 ans après leur première apparition, ils sont encore de retour. Notre équipe de sauveurs incroyable et increvable. Mais est-ce qu'ils sont tous réellement increvables ? Et donc le jeu est la suite directe de FF7 Remake, ce qui veut dire qu'on sort enfin de Midgar pour arriver sur ce qui semble être la map monde grandeur nature. Incroyable quand même. J'ai été très surpris de voir que Square Enix avait osé faire un open world. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est peut-être un peu flippant. Mais bref, on verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que fini les faux soleils, fini la claustrophobie, fini la froideur industrielle de Midgar et place au ciel bleu et aux grandes villes en plein air. Sauf Nibelheim, apparemment, en tout cas dans la démo, c'était plus que nuageux. Ah oui, la première partie de la démo est disponible pour ceux qui veulent la tester. C'est le flashback de Nibelheim, donc, qui correspond apparemment au tout début du jeu de Rebirth. Il y aura ensuite une deuxième partie, une deuxième démo qui sera disponible le 21 et qui permettra cette fois-ci de se promener dans les plaines de Junon et de s'essayer à des mini-jeux, j'imagine. En parlant des démos et de ce qu'elles proposent, j'ai vraiment plein de trucs à vous dire. Commençons une fois de plus par ce qui est, je pense, le pire, à savoir la technique et les graphismes. Ça fait pas du tout PS5. Alors niveau graphisme, c'est correct,
et c'est pas dépaysant puisque c'est équivalent à remake en fait. Donc ça donne une impression de continuité, j'ai envie de dire. Par contre, de ce que j'ai vu dans cette première démo, les animations de déplacement, ce qu'ils appellent entre autres le parcours, qui je pense a été rajouté après coup, et les éclairages, tout ça, ça faisait un peu peur, pour rester mesuré. Après, c'est qu'une démo, mais je pense pas qu'il faille s'attendre à un gap énorme entre ce qu'on a là et ce qu'on aura dans le jeu final. Déjà, on parle de Square Enix, et ensuite une démo, c'est quand même censé refléter le produit et donner envie d'acheter. Je crois, si j'ai bien compris. Voilà, au moins, ça c'est dit, vous êtes entre guillemets prévenus. Du côté du contenu, très surpris également du nombre de mini-jeux qui seront proposés et aussi de leur niveau de qualité. C'est très impressionnant. Et ensuite, il y a tout le reste quoi. Les grands espaces verts, fleuris et lumineux des zones ouvertes, toutes ces couleurs qui vont venir trancher avec le gris et l'obscurité de Midgar, comme dans l'original en fait. On est libre. Vivement le 21 pour l'amuse-bouche. Et les villes quoi, on en parle des villes. Cosmo Canyon, Costa del Sol, Calme, Junon, le village fusée et même le Gold Saucer, c'était juste des diapos en 2D quoi. Maintenant, non seulement elles seront en 3D, mais en plus elles ont l'air énormes, magnifiques et même ultra peuplées. Autant de nos jours on se tape énormément de fanservice médiocre, autant là c'est vraiment le rêve qui devient réalité. La vraie question c'est Square Enix réussira-t-il l'exploit de les rendre encore plus belles qu'on les a imaginées pendant presque 3 décennies? La réponse dans seulement 2 semaines. Aucune idée de la durée de vie, mais ce sera forcément long vu tout ce que ça couvre. De l'épisode original, je veux dire. J'espère que l'histoire sera pas trop étirée comme dans Remake, que la qualité de narration sera pas entravée par la structure open world, et surtout que la multitude et la qualité des mini-jeux va pas empiéter sur la qualité du reste, quoi. Mais honnêtement, je pense pas. FF7, c'est avant tout une histoire. Et vivement la fin de ce volet, du coup. Niveau gameplay, rien à redire, c'est juste parfait. Les super combats et les boss ultra travaillés du premier, avec en plus le système d'attaque en duo introduit dans le DLC Intermission, qu'on pourra en plus développer à notre guise avec un sphérié. Un sphérié, quoi. Oh là là, la nostalgie, quel kiff! Et en plus, on peut respect à l'infini pour tenter plein de trucs. Ça me changera des Souls, tiens. Fini de serrer les fesses et de transpirer à chaque fois qu'il faut choisir une compétence à débloquer et faire un choix. Enfin bref, n'oubliez pas de vous renseigner et de télécharger les démos, si vous avez une PS5 bien sûr, histoire de vous faire votre propre idée, et vivement le 29 février. Et donc voilà, c'est tout pour ce classement. J'espère que ça vous aura intéressé et aussi que vous aurez appris une ou deux choses sur des jeux que vous attendez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Une fois de plus, c'est que mon top personnel, donc les goûts et les couleurs. Et aussi, si vous voulez poster votre top à vous, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des jeux auxquels j'ai pas pensé et que moi-même j'aimerais jouer. Donc voilà, ce sera intéressant de vous lire. En tout cas, merci beaucoup les amis, et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!